Qu'est-ce que c'est 50 jours? Pourquoi Trump a-t-il donné 50 jours à Poutine? Ou peut-être qu'il ne les a pas donnés à Poutine. La haine obscurcit complètement la conscience. Quand on hait, il est difficile, voire presque impossible de penser, et encore moins d'analyser. Mais le monde n'est pas bidimensionnel, il n'est pas bidimensionnel. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi une durée de 50 jours. Parce que le délire qui sort des boîtes, aussi bien en russe qu'en anglais et en ukrainien, sidère par sa stupidité. En effet, une observation intéressante. Si vous voyez sous mes vidéos, tout à coup, parmi des centaines de commentaires très positifs, plusieurs méchancetés d'affilée ou des remarques choquantes avec des accusations insensées, sachez que la vidéo a suscité de l'inquiétude soit parmi les bots russes, soit parmi les bots ukrainiens, ou plutôt n'étaient pas les bots eux-mêmes, mais leur direction. Et il y a eu un flot de commentaires préparés à la va-vite qui a commencé à arriver. Ne soyez pas surpris et ne vous inquiétez pas. C'est comme un ordre, comme une médaille d'honneur si cela existe. Il y a parfois un signe d'honneur, oui. Voilà donc 50 jours. Quels sont les objectifs des États-Unis lorsqu'ils imposent notamment des sanctions secondaires? C'est simple. Si toi, ou bien un pays ou une entreprise, tu achètes aux Russes quelque chose qui leur permet de continuer à financer la guerre, alors tu devras choisir. Soit tu fais du commerce avec la Russie et tu oublies le plus grand marché du monde, les États-Unis, soit tu fais du commerce avec les États-Unis et tu oublies la Russie. Autrement dit, choisis de quel côté tu es. Et d'ailleurs, il est possible que l'Union européenne se joigne aussi, y compris, disons, la Grande-Bretagne, et peut-être encore 2 ou 3 autres pays. Je pense que cela sera annoncé comme une sanction générale ou une action commune, appelez ça comme vous voulez. Les achats de pétrole, mesdames et messieurs, ne peuvent pas être arrêtés instantanément. Premièrement, les pétroliers sont en route. Deuxièmement, certaines choses sont déjà payées. Enfin, certains contrats sont déjà affrétés. Il faut acheminer les marchandises en ont déjà acheté, effectuer les paiements, trouver de nouveaux fournisseurs pour des millions de barils de pétrole et des milliards de mètres cubes de gaz. Tout cela n'est pas si simple. Il faut réorienter la flotte, parfois se préparer à recevoir des sources d'énergie différentes de celles auxquelles on est habitué. Et là où ils sont reçus, il faut apprendre à les recevoir, il faut savoir comment les recevoir. Bien que je sois sûr que la Maison-Blanche ait déjà mené des négociations, qu'elle en mène avec l'Inde, peut-être aussi avec le Brésil, même si avec le Brésil nous avons actuellement un petit imbroglio, mais tout est possible. Que cela a déjà été discuté avec eux et qu'un paquet de propositions a été préparé. Les pays qui achètent à la Russie doivent prendre une décision difficile et lourde de conséquences ante, qu'era rentiquant et à long terme. Pourquoi Donald Trump, par exemple, n'a-t-il toujours pas signé d'accords commerciaux avec 30 ou 50 pays? Théoriquement, nous avons 200 contreparties. Il n'en a signé qu'avec 2. Parce que ce n'est pas du tout facile. Il faut tout réfléchir, il faut vérifier comment telle ou telle décision va influencer différents secteurs, les exécutants, les autres projets et d'ailleurs les relations avec d'autres pays. 50 jours, c'est incroyablement peu, mais il faut prendre une décision avant le début de la préparation à la saison froide. Pourquoi a-t-on encore besoin de 50 jours pour mettre l'Ukraine en état de préparation au combat ? Les livraisons de systèmes de défense aérienne débutent dès demain. Des systèmes patriotes d'Europe sont en cours de livraison. La confusion et le malentendu sont en train d'être réglés. Peut-être est-ce à cause de Trump et de ses propos, ou de ce que les autres prétendent qu'il a dit. Des missiles en provenance d'Allemagne, des véhicules blindés des pays de l'OTAN. La liste est établie en tenant compte des besoins de l'Ukraine, de la Pologne, de l'OTAN et des capacités de production aux États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis ne deviennent pas un participant à la guerre, mais un fournisseur et un fournisseur pour celui qui a été attaqué.
Nous, les États-Unis, essayons d'arrêter la guerre par la diplomatie. Cela fait maintenant 50 jours. Nous allons essayer de l'arrêter en brandissant la menace d'un gros marteau avec lequel nous pouvons frapper le Kremlin et d'autres têtes aussi. Dans 50 jours, il sera peut-être possible de prolonger ce délai si l'Inde et le Brésil, par exemple, demandent plus de temps. Si nous voyons que cela n'a pas fonctionné, nous donnerons à l'Ukraine, disons, une hache et avec elle un marteau et une scie. Les Britanniques ont également tiré la sonnette d'alarme, d'ailleurs, pour une autre raison. Mais il y a encore une chose que j'ai remarquée. Vous avez réalisé une interview incroyable avec un soldat ukrainien qui souffrait des conséquences de l'utilisation d'armes chimiques que, comme vous l'avez dit, les Russes larguaient sur ces positions, vous comprenez ? Et il semble qu'il y ait de plus en plus de rapports selon lesquels les Russes larguent des armes chimiques interdites. Actuellement, des substances irritantes sont utilisées dans le but de déloger les Ukrainiens de leur position défensive vers des espaces ouverts où ils peuvent être attaqués soit par l'artillerie, soit par des drones. Pourriez-vous nous dire à quel point ce phénomène est répandu, ce que vous avez appris en leur parlant et ce que l'Ukraine peut faire pour s'en protéger ? Oui, j'ai couvert ce sujet pour la première fois en 2024. J'ai mené une enquête au cours de laquelle il a été possible de saisir des armes chimiques russes sur la ligne de front. C'était une grenade au gaz lacrymogène. Ils utilisent généralement des substances irritantes ou des agents causant une incapacité temporaire. Les deux principales substances qu'ils utilisent sont le gaz chlorobenzylidène malonitrile, qui est classé comme agent de dispersion des foules, mais interdit en temps de guerre selon la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Ils emploient aussi le chloropicrine, un agent incapacitant temporaire. Il est trop dangereux pour être utilisé comme agent de dispersion des foules. Personne ne l'utilise à cette fin. Il peut vraiment tuer une personne. Si vous restez dans un espace clos rempli de chloropicrine, oui, vous mourrez presque à coup sûr. C'était ça, je vous en ai déjà parlé. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se trouve actuellement en Chine où il participe à une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai et tente également de renforcer les relations sino-russes. Et ce que nous observons en ce moment est vraiment étonnant. Nous voyons que, malgré les rêves de longue date de Vladimir Poutine d'un monde multipolaire, la seule chose qu'il ait accomplie est de transformer la Russie en un État client de la Chine. Et bien que Lavrov ait serré la main du dirigeant chinois Xi Jinping et que la rencontre ait semblé très chaleureuse, le dirigeant chinois souriait en retour et disait des paroles agréables. En même temps, les Chinois s'occupaient de toute autre chose. Ils volaient les technologies hypersoniques russes. Ils assuraient leur domination énergétique à long terme dans toute l'Asie centrale et avançaient avec un projet de base lunaire qui exclut Moscou. Donc cette poignée de main amicale entre Xi et Lavrov n'était pas tant de la diplomatie que de la capitulation. La question n'est pas de savoir si la Chine se retournera contre la Russie, mais quand cela arrivera. Il y a eu une conversation intéressante sur la chaîne avec l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Matt Whitaker. Donc, nous allons le faire avec l'OTAN et tout est entièrement approuvé, entièrement décidé. Et nous allons leur envoyer beaucoup d'armes de toutes sortes et ils livreront immédiatement ces armes sur le champ de bataille à différents endroits du conflit. Et à commencer par les systèmes patriotes qui pourraient commencer à arriver dès aujourd'hui. Et ils sont vraiment nécessaires parce que les Russes ont trouvé un moyen de lancer la production de masse de ces drones. Et ils attaquent des immeubles résidentiels et des écoles, pas seulement des installations militaires. Nous sommes rejoints par une personne qui connaît parfaitement cette situation, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Matt Whitaker. Matt, bienvenue. C'était agréable de discuter avec vous. Je sais que vous avez reçu un avertissement. Le président fera une déclaration cruciale lundi. Comment le décririez-vous? Eh bien, Brian, tout d'abord, je suis très heureux d'être avec toi et je suis content de te voir ce matin. Aussi, dans l'émission, c'est toujours un plaisir d'en discuter et je sais que tu suis cette question de très près. Vous savez, je pense que le président voulait évidemment créer les conditions pour instaurer la paix. C'est un artisan de la paix.
Vous savez, nous pouvons énumérer tous les accords de paix, que ce soit la fin de la guerre de 12 jours, l'accord de paix au Congo, ou l'accord à venir entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou que vous regardiez, le président Trump et son équipe essaient de négocier la paix. Mais il est très déçu, et il en a parlé publiquement, que Vladimir Poutine n'est pas prêt à s'asseoir à la table des négociations et à aborder sérieusement la résolution de ce conflit. Vous savez, les Russes n'ont pratiquement pas progressé en Ukraine sur le champ de bataille, alors que, vous savez, le carnage continue et les Russes perdent des milliers de vies chaque semaine. Et en même temps, vous savez, il n'y a rien de stratégique à frapper des immeubles résidentiels, des hôpitaux pour enfants et d'autres cibles similaires que vous voyez chaque jour sur le champ de bataille. Ces attaques à Kiev, Odessa et ailleurs ne font que semer la peur et le chaos sans se dérouler sur le champ de bataille. Quel est leur but? Pour perturber les Ukrainiens et potentiellement tenter de briser leur détermination. Mais ils continuent de se battre et je pense que le président Trump le reconnaît. Et il cherche un moyen d'établir la paix. Et je pense que le renforcement de l'Ukraine pourrait éventuellement créer un levier pour établir la paix dans ce conflit. L'Inde, le Pakistan, le Congo, le Rwanda, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, les États-Unis, travaillant partout dans le monde, essayant d'apprendre aux sauvages éternellement en conflit comment résoudre les problèmes sans utiliser une pierre sur la tête. La liste pourrait continuer, mais l'épine dans les relations pacifiques émergentes, dans les négociations de paix, disons-le ainsi, pour le moment, c'est la Russie, le Kremlin, qui est personnifié par Poutine. Après tout, aussi puissant que soit un système de défense anti-aérienne, il peut toujours être surchargé. Tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer de plus en plus de drones et de plus en plus de missiles. C'est pourquoi Trump s'attaque à la racine de ce problème, le trésor militaire russe. Vous voyez, sans doute tout le monde sait que Poutine se préparait à cette guerre. Il a accumulé beaucoup de réserves en dollars, il a économisé beaucoup d'argent provenant de ses revenus pétroliers pour se préparer à l'invasion de l'Ukraine. Mais il ne s'attendait pas à ce que cela dure aussi longtemps. Néanmoins, il a réussi à financer cette guerre grâce à sa flotte fantôme. Au cours des 3 dernières années, Poutine a considérablement augmenté les dépenses militaires, triplant le budget en 3 ans. Et c'est en fait une corrélation assez intéressante. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts car on ne peut pas être sûr de ce qu'il faut croire quand il s'agit de la Russie. Mais le chiffre officiel pour l'année dernière, c'est que la Russie a reçu environ 110 milliards de dollars du pétrole. Et cela correspond à peu près à ce qu'elle dépense pour son armée. Les dépenses militaires de la Russie varient entre 100 et 150 milliards de dollars, ce qui est quasiment équivalent à leurs revenus pétroliers. Le pétrole est leur base et leur arme économique la plus importante. Jusqu'à présent, les sanctions n'étaient en réalité pas dirigées contre la vente du pétrole russe, pas comme nous le faisons maintenant. Et la raison à cela est double. Évidemment, aucun président américain ne souhaite une hausse du prix du pétrole. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils n'étaient pas prêts à imposer des sanctions contre le pétrole russe qui l'auraient complètement retiré du marché. Bien sûr, il est impossible de le faire à 100%, mais on peut s'en approcher au maximum pour retirer le pétrole du marché. Mais si vous faites cela, la Russie est l'un des plus grands fournisseurs de pétrole au monde. Cela signifie que les prix du pétrole vont s'envoler et que les consommateurs américains en souffriront. C'est pourquoi en 2022, nous avons essayé ce qu'on appelle un plafond des prix. En gros, cela signifiait que la Russie pouvait vendre son pétrole, mais pas à un prix supérieur à 60 $ le baril. Et comment avons-nous fait respecter ce plafond des prix? Avec l'aide des entreprises occidentales qui s'occupèrent du transport et de l'assurance du pétrole russe, vous voyez, l'Occident a en fait monopolisé le marché des pétroliers et des compagnies d'assurance qui assurent ces pétroliers. Ainsi, les sanctions obligeaient en fait toute entreprise travaillant avec des compagnies pétrolières russes à s'assurer que le pétrole transporté sur leurs pétroliers ou assuré par elles soit vendu uniquement à un prix inférieur à 60 $ le baril. S'ils n'avaient pas de documents le confirmant, une entreprise occidentale ne pouvait pas transporter ce pétrole. Une entreprise occidentale ne pouvait pas assurer ce pétrolier. Pour contourner cette restriction, la Russie a acheté de nombreux pétroliers de l'ombre. C'était ce qu'on appelait la flotte de l'ombre.
En utilisant des sociétés écrans et des comptes offshore, la Russie a acquis de nombreux vieux pétroliers et a commencé à les utiliser pour transporter du pétrole vers des pays comme la Turquie, l'Inde et la Chine. Tous étaient au courant, mais personne ne voulait s'y opposer, parce que cela aurait causé de gros problèmes sur le marché pétrolier et bien sûr de l'inflation. Mais maintenant, l'inflation diminue et les prix du pétrole baissent aussi. Cela signifie que le président des États-Unis a plus de possibilités de faire pression sur les ventes de pétrole russe, parce que même si les prix augmentent, ils n'augmenteront pas au point que cela devienne un problème pour les consommateurs américains. Autrement dit, le coup porté à la Russie est prévu non seulement par la livraison d'armes, mais aussi par le suivi et la neutralisation des pétroliers clandestins russes. Et c'est un refus, disons-le ainsi, ou plutôt une contrainte imposée aux acheteurs comme l'Inde pour qu'ils n'achètent pas de ressources énergétiques russes. Cela diminuera sans délai les recettes de la Russie. Évidemment, la Russie et les États-Unis négocient fébrilement avec l'Inde, car l'Inde est le candidat le plus probable pour changer de fournisseur. Surtout après la participation de la Chine à l'attaque du Pakistan contre l'Inde avec le bloc Russie-Iran-Chine, l'Inde a suffisamment de raisons de se fâcher. Le Brésil décidera très probablement de se tourner vers la Chine. La chasse aux pétroliers russes illégaux sera le moyen par lequel l'Ukraine poussera Poutine à mettre fin aux hostilités. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est certain que la Russie surmontera toute nouvelle sanction. La Russie, il voulait en réalité comprendre. Qu'est-ce qui a poussé le président Trump à lancer ce nouvel ultimatum de 50 jours, comme il l'a formulé? Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin et représentant de Vladimir Poutine, a affirmé que de nouvelles sanctions ou tarifs ne feraient que ralentir les négociations de paix. Il a déclaré « Il semble que les décisions prises à Washington et, par conséquent, par les pays de l'OTAN seront perçues par Kiev non pas comme un signal en faveur de la paix, mais comme une poursuite de la guerre. » Ils y sont néanmoins attentifs. Il a qualifié les récents événements de sérieux et a souligné la nécessité d'analyser les motivations de Trump. La Russie a déclaré qu'elle souhaitait analyser les motivations des actions de Trump. L'idée que quelqu'un puisse simplement vouloir mettre fin au meurtre et à la destruction n'effleure ni Lavrov ni Poutine. Essayons d'analyser en détail ce que nous, l'Amérique, proposons réellement à l'Ukraine et aux Européens. Les États-Unis prévoient de vendre pour près de 10 milliards de dollars d'armes aux alliés de l'OTAN qui approvisionnent l'Ukraine. Des systèmes patriotes à l'artillerie. L'équipement américain transitera par l'Europe pour arriver sur les lignes de front ukrainiennes. Ce sont les Européens, c'est l'OTAN et le G7 et 10 milliards de dollars, c'est énormément d'armes, les gars. Je discute souvent avec lui des moyens de résoudre ces problèmes. Nos échanges sont toujours plaisants. Et puis, des missiles sont lancés sur Kiev ou une autre ville, et je me dis que c'est étrange. Et quand cela arrive 3 ou 4 fois, tu comprends que les conversations ne veulent rien dire. Mes conversations avec lui sont toujours très agréables. Je dis, n'est-ce pas une conversation très agréable? La même nuit, il lance des roquettes. De retour à la maison, je dis à la première dame, aujourd'hui, j'ai eu une conversation remarquable avec Vladimir. Elle me dit, vraiment, ils viennent juste de frapper une autre ville. Donc, c'est un peu, tu vois, lui. Je ne veux pas dire que c'est un tueur, mais c'est un gars dur. C'est prouvé depuis des années. Il a trompé beaucoup de gens, il a trompé Bush, il a trompé beaucoup de gens, il a trompé Clinton, Bush, Obama, Biden, il ne m'a pas trompé. Poutine, ne m'a pas dupé, a déclaré Trump. Donald a également mentionné sa femme serbe, Melania. Le détail le plus intéressant, c'est ce que Trump dit lorsqu'il a parlé avec Poutine au téléphone. Il a ensuite dit à sa femme Milana qu'il avait eu une bonne conversation. Et Milana a répondu « Vraiment? Une autre ville en Ukraine vient d'être frappée. Est-ce que cela s'est vraiment passé? Ou bien Donald Trump l'a-t-il inventé? Nous ne le savons pas. »
Melania Trump est née dans l'ex-Yougoslavie, plus précisément dans la Slovénie actuelle, et en réalité, nous ne connaissons pas vraiment les opinions politiques de Melania. Elle n'a jamais publiquement soutenu l'Ukraine, ni condamné les Russes, mais c'est devenu un mème. Les gens ont beaucoup aimé entendre que peut-être Melania Trump soutenait l'Ukraine en privé auprès de Donald Trump. Donc Internet amplifie déjà ce sujet. J'ai eu une excellente conversation avec Poutine, c'est vrai. Une autre ville ukrainienne vient tout juste d'être frappée. Maintenant, les gens créent des images de Melania Trump dans les couleurs bleues et jaunes pour montrer qu'elle soutient l'Ukraine. Et c'est tout simplement une image incroyable. Évidemment, cela n'a pas beaucoup plu en Russie. On ne peut pas nier que le facteur féminin a toujours joué un rôle énorme dans la diplomatie. Dans ce cas, nous devrions prêter attention au rôle que la Slovénie, en tant que membre de l'Union européenne, joue dans la politique des États-Unis. En poursuivant ce célèbre proverbe, Melania est le coup qui détermine dans quelle direction la tête des États-Unis d'Amérique va se tourner. Est-ce que Melania Trump contrôle quoi que ce soit de ce que fait Donald Trump ? Et non, elle ne contrôle rien. La tâche principale des kremlinologues aujourd'hui est de donner un coup à Trump. Elle les manipule comme elle veut. C'est bien sûr une insulte incroyable dans la bouche des Russes. Selon les informations, Trump a demandé à Zelensky si l'Ukraine pouvait frapper Moscou. La Maison-Blanche a déclaré qu'il n'a pas incité à une nouvelle effusion de sang. Je pense que cette conversation a vraiment eu lieu. Donald Trump et Zelensky ont parlé au téléphone. Et Trump a demandé à Zelensky, « Êtes-vous capable de bombarder Moscou ? Les Russes bombardent votre capitale chaque nuit. Pouvez-vous les bombarder en retour ?» Et oui, l'Ukraine dispose de drones de longue portée et ils ont déjà frappé Moscou, mais ils n'ont pas de missiles balistiques ou de croisières. C'est ce qui a amené Trump à se demander pourquoi ne pas vendre à l'Ukraine des missiles balistiques et de croisières. Ainsi, l'un des premiers armements que l'Ukraine pourrait recevoir prochainement sera des missiles Army Tactical Missile System supplémentaires. Selon les informations, Donald Trump est prêt à fournir des armes aux Européens s'ils sont prêts à les payer. Il s'agit d'environ 18 missiles Army Tactical Missile System supplémentaires et l'Ukraine ne les refusera pas. Mais voici le point principal que Donald Trump pourrait approuver, alors que Joe Biden n'y a jamais été prêt. La prochaine arme de l'Ukraine pourrait être un missile américain et elle pourrait arriver juste à temps. Air-to-Ground Missile 158 Jazz est l'équivalent américain du Storm Shadow, ou Skull. C'est un missile de croisière lancé depuis les airs par des chasseurs F-16. Désormais, l'Ukraine dispose de chasseurs F-16 dans son arsenal. Seront-ils fournis ? D'après leur portée, ils ne peuvent pas atteindre la capitale Moscou, mais ils s'en approchent assez près. Toutes ces bases aériennes russes et ces dépôts de munitions se trouvent à portée. Et oui, je pense que si nous continuons sur la trajectoire actuelle, Donald Trump va approuver et vendre à l'Ukraine. C'est une grande affaire, les gars, c'est une victoire, ça va avoir. Cela aura un impact énorme sur le champ de bataille. Oh. Tout le monde le dit maintenant. Quelle est cette bête dont les Ukrainiens et les partisans de l'Ukraine aux États-Unis se réjouissent autant ? JSSMR. Cette modification vole sur 1000 km. L'original, je crois, volait sur 300 ou 400 km. Concernant les systèmes patriotes, Trump semble avoir fait un lapsus en disant que nous allions fournir 17 systèmes et très bientôt les États-Unis pourraient fournir 17 missiles bientôt et les systèmes dans l'année. Quelques-uns d'Europe et des États-Unis. Un système, c'est une rampe de lancement, donc tout l'ensemble. Le ministère de la Défense américain a déjà déclaré qu'il semble qu'il s'agissait d'un lapsus, mais selon les journalistes spécialisés, il faut demander des éclaircissements à la Maison-Blanche. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce que le président Donald J. Trump voulait dire. En réponse à l'ultimatum de Donald J. Trump, comme nous le savons, Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov ont déclaré qu'ils n'avaient pas peur et qu'ils ne reculeraient pas en avance.
Vladimir Poutine a dit à Donald J. Trump qu'en 50 jours, il occuperait toute l'Ukraine orientale. Quelle est la situation réelle en ce moment avant que l'Ukraine ne reçoive toutes ses armes? Et qu'est-ce qui pourrait réellement changer au moment où ces armes arriveront? Nous sommes déjà à la moitié de l'été. L'été est déjà à moitié passé et la grande offensive d'été de la Russie a échoué. Et la deuxième attaque, voyons voir. Oui, ils attaquent ici, à Kharkiv, et là non plus, ils n'y arrivent pas. Il n'y a aucune chance qu'en 50 jours, les Russes prennent Pokrovsk ou Konstantinovka ou la ville de Zaporizhia ou Slaviansk ou Kramatorsk. La carte n'a presque pas changé au cours des 6 derniers mois, et elle ne changera pas beaucoup non plus dans les 2 prochains mois. Le négociateur de Poutine appelle à un dialogue constructif, tandis que Trump change sa position sur l'Ukraine. C'est Kirill Dmitriev, il est en quelque sorte un négociateur de 3e rang que la Russie a envoyé à Istanbul pour rencontrer les Ukrainiens. Lavrov n'est même pas allé, et voici ce qu'il a publié il y a 2 jours. Un dialogue constructif entre la Russie et les États-Unis apportera toujours plus qu'un langage de pression fatigué et destructeur. Seule la coopération apporte une véritable paix, la stabilité et la sécurité mondiale. Les erreurs et les tromperies de Biden seront corrigées. Le monde mérite plus de poignées de main. Un globe, le drapeau russe, le drapeau américain. C'était il y a 2 jours. Nous avons besoin d'un dialogue constructif. Nous avons besoin de réduire le niveau de tension. Et le lendemain, il a publié ceci. Les personnes qui suivent les faux récits et les approches de Biden mènent le monde vers l'hiver. Il parle de guerre nucléaire. Ensuite, il a publié un montage de Game of Thrones avec la légende « L'hiver arrive, point », c'est-à-dire la veille. Un dialogue constructif est nécessaire. Le lendemain, nous menaçons de déclencher une guerre nucléaire dans le monde entier et de provoquer un hiver éternel. Écoutons, allons-y. Écoutons ce qu'a répondu Peskov. Voici ce que Peskov a dit en réponse à la déclaration de Trump. Je vais vous dire ce qui suit au sujet de la déclaration d'hier de Trump. La déclaration du président des États-Unis est très sérieuse. Il y avait quelque chose qui m'était adressé personnellement. Au président Poutine, nous avons certainement besoin de temps pour analyser ce qui a été dit. À Washington. Et si, et quand le président Poutine le jugera nécessaire, il ne manquera pas de commenter cela. Je ne commenterai pas cela prématurément, alors attendons la décision de Poutine, il commentera cela lui-même. Point. Nous pouvons seulement dire avec certitude il semble qu'une telle décision, prise à Washington, dans les pays de l'OTAN et directement à Bruxelles, soit perçue par la partie ukrainienne non pas comme un signal de paix, mais comme un signal pour poursuivre la guerre. Point. Nous avons répété à plusieurs reprises, à différents niveaux, même au plus haut, que nous attendons des propositions. Et donc les Russes ne savent pas comment réagir. C'est généralement merveilleux. La Russie a commencé la guerre, la Russie a envahi, bombarde, tue, détruit et attend de l'Ukraine une proposition sur la façon de mettre fin à la guerre. En même temps, elle a déjà inscrit dans sa constitution qu'une partie de l'Ukraine est désormais la Russie. Une logique de fer. Donald Trump leur a donné un délai de 50 jours. Donald Trump leur a donné un délai de 50 jours. Donc, s'il commence à paniquer et à attaquer Trump, il pourra toujours dire « Maintenant, nous imposons des sanctions. Point. » Mais Donald Trump a tout de même approuvé une aide militaire à l'Ukraine de 10 milliards de dollars, même si les États-Unis ne perdent pas pour cela. Donc les Russes sont très perplexes. Voici ce que dit Alexandre Douguin. MAGA doit déclarer « Rendez-nous notre Donald Trump, libérez immédiatement notre président de captivité, relâchez le président. » Je pense que je comprends vraiment de quoi il s'agit. Les Russes se sont convaincus que Donald Trump est prêt à leur donner l'Ukraine en échange de l'amitié avec la Russie. Donald Trump, en parlant avec Vladimir Poutine, discutait avec lui non seulement de l'Ukraine, mais aussi du monde entier, comme avec un partenaire.
Ils ont parlé de l'Iran, de la Chine, de la situation en Inde et au Pakistan. Ils se comportaient avec lui comme avec un partenaire, alors qu'avec Volodymyr Zelensky, ils ne se comportaient pas comme avec un partenaire. Il a imposé des droits de douane à tous les pays, mais pas à la Russie. Il a critiqué l'Ukraine, mais pas la Russie. Il criait sur Volodymyr Zelensky, l'insultait, mais il parlait de Vladimir Poutine avec un respect exceptionnel. C'est-à-dire qu'un participant notable, disons, du mouvement MAGA, c'est Tucker Carlson, qui est tout simplement devenu un pote de Vladimir Poutine et de tous les autres. Le premier mentor politique de Donald Trump, Steve Bannon, exigeait l'arrêt de l'aide à l'Ukraine, et en général MAGA en tant que mouvement politique, affirme que l'Amérique, c'est ce qui nous préoccupe, et les affaires des autres pays, surtout s'ils se trouvent sur d'autres continents, ne sont absolument pas notre souci. C'est pourquoi les Russes étaient convaincus que Donald Trump n'allait pas fournir d'aide à l'Ukraine, qu'il exigerait la fin de la guerre, mais qu'il n'interviendrait pas. En réalité, Vladimir Poutine a expliqué lors de leur dernière conversation à Donald Trump qu'il lui fallait 50 à 60 jours pour, en jetant toutes ses forces dans la bataille, s'emparer des 4 régions intégrées par la Russie à son territoire. Et après cela, la Russie serait prête à s'arrêter, à entamer des négociations, à diviser l'Ukraine et à commencer à rétablir des liens diplomatiques et commerciaux avec l'Europe et le reste du monde. Autrement dit, selon Dougov, Peskov, Lavrov et Poutine, tout se passait bien et on s'acheminait vers la fin de cette longue et sanglante boucherie. Et là, tout à coup, tout s'effondre. Un revirement total de la politique de Washington, des menaces envers les acheteurs de pétrole, des livraisons d'armes pour des milliards à l'Ukraine, et un abandon complet d'une politique qui semblait pourtant claire. Qui s'est trompé, qui a mal calculé? Peut-être que Trump pensait que Poutine arrêterait la guerre et se contenterait de ce qu'il avait conquis. Peut-être que Poutine pensait que Trump comprenait qu'après la modification de la Constitution, Poutine ne pouvait pas ne pas prendre ces régions, et que Trump jouait le jeu avec lui. Mais l'un d'eux ou tous n'ont rien compris les uns des autres. C'est ce qui a conduit à la stupéfaction de Lavrov. Nous devons comprendre les raisons pour lesquelles Trump a changé sa politique, c'est-à-dire les raisons. Ils ne comprennent pas la dynamique. Ça avançait, puis soudain ça a changé, ce n'était plus pareil. Donald Trump n'a rien changé. Il a dit avant même le 20 janvier, avant de prendre ses fonctions, il a dit « Si l'Ukraine empêche le processus de paix, nous la punirons, et si c'est la Russie, nous la punirons aussi. » Le fait est que, vous savez, parfois là, il y a une incompatibilité, ça fait boum boum et on passe à côté. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Poutine est un ancien du KGB devenu politicien. Depuis des années, il agit avec la même trempe que ce soit en tant que politicien ou agent du KGB. C'est-à-dire que la seule différence, c'est tant que les politiciens n'utilisent généralement pas la force, ils se mettent de côté, laissent donc à quelqu'un d'autre, puis ils reviennent. Ensuite, c'est-à-dire que Poutine, comme tout autre politicien, garde toujours 2 options en tête. Et Trump est un homme d'affaires, il n'est jamais devenu politicien. Pourquoi? Même s'il a déjà été président pendant 4 ans. Le fait est que ses connaissances et ses compétences en affaires lui ont été utiles et se sont transférées dans les négociations avec. Avant, il négociait avec les présidents directeurs généraux des grandes entreprises, et maintenant avec les présidents directeurs généraux des pays. Pratiquement, de son point de vue, il n'y a aucune différence. Et en réalité, effectivement, c'est juste la culture de la communication qui est différente. Certains pensent qu'il faut mentir tout le temps, et ils mentent eux-mêmes. Ils essaient tout le temps de lire entre les lignes. Sous l'Union soviétique, lorsque nous y vivions, nous regardions des films et lisions des livres, tout le monde attendait. Donc il fallait comprendre ce que cela voulait dire, parce que ce n'était sûrement pas ce qui était écrit, mais quelque chose entre les lignes, il fallait le saisir. Et l'autre Trump et l'autre camp pensent que dans les grandes affaires, on peut bluffer, on peut jouer les idiots, on peut faire semblant d'être un peu fou pour faire peur, mais il ne faut pas mentir. Parce que ce n'est pas le papier, ni l'encre, ni même le sceau, mais la parole du dirigeant qui compte.
et il y a le meilleur et le plus important des engagements. C'est-à-dire que tous les deux, Poutine et Trump, je veux dire, se regardaient sans vraiment se voir. Et toute l'équipe américaine regardait les Russes, et l'équipe russe regardait les Américains. Ils pensaient bon que tout était clair, mais en réalité, ils ne comprenaient rien. En fait, ils voyaient Samantha seulement ce qu'ils pensaient trop devoir voir. Les États-Unis ont proposé à la Russie une très bonne issue pour la Russie afin de sortir de cette guerre idiote. C'était une proposition très avantageuse que Donald Trump faisait à Vladimir Poutine depuis les 6 derniers mois. Vous pouvez garder tous les territoires que vous avez conquis. Les États-Unis reconnaîtront la Crimée comme vous appartenant officiellement au niveau international. Nous lèverons toutes les sanctions et nous ferons pression sur l'Europe pour qu'elle lève également toutes les sanctions contre la Russie. Tous les avoirs gelés seront restitués. Et la seule chose que les Russes doivent faire, c'est arrêter de tuer des gens, arrêter d'essayer de conquérir de nouveaux territoires. Et Poutine a dit non à Trump. Poutine a dit « Non à Trump, je veux encore des territoires. Il me faut encore 50 à 60 jours. J'irai jusqu'aux frontières où je veux être. » Ce qui s'est passé donnera un énorme élan à l'enthousiasme de l'Ukraine et portera un coup aux Russes, qui commenceront à ressentir ce que c'est que des armes modernes tournées contre eux. En moi, deux sentiments s'affrontent. D'un côté, j'aimerais que le carnage cesse. Et je pense que de nombreuses mères de soldats, des deux côtés, disons du côté ukrainien, sont prêtes à céder l'est de l'Ukraine, du moment que leurs enfants rentrent à la maison, et si possible, sans revenir estropiés. D'un autre côté, au fond de moi, je suis quelque part content que la Russie ait refusé, et qu'elle en prenne plein la figure, que des bombes et des missiles commencent à exploser en Russie pour que les Russes comprennent que leur joie d'attaquer un voisin peut se transformer en larmes face à sa riposte. C'est pourquoi peut-être c'est bien que Poutine n'ait pas accepté la paix, et que tout cela ne se soit pas terminé simplement par une séparation, des défilés et des réjouissances à Moscou. Et les hurlements joyeux sur le monde russe invincible, le monde russe tel qu'il apparaît aujourd'hui est répugnant, il pue, il provoque la nausée, le mépris et le dégoût. Rien de plus. Eh bien, peut-être encore un autre sentiment que j'aurais oublié. Et même si je ne souhaite de mal à personne, au fond de moi, j'aimerais que la Russie vive pendant 3 ans et demi dans les mêmes conditions que l'Ukraine a connues. Pendant les 3 ans et demi que la Russie lui a imposés, et ensuite 3 ans et demi en retour. Et qu'ils se débrouillent eux-mêmes après. Ce sera pour plus tard. C'est déjà leur affaire maintenant, mais alors ce sera entièrement leur affaire. Sous-titres réalisés par